Bon, allez, c'est le 75e numéro de la revue de la semaine. Alors, je vais vous parler de plusieurs choses, mais il y a eu un écart de 15 jours avec le précédent numéro. Vous devinez pourquoi. J'ai eu une actualité un peu animée ces derniers jours. Bon, allez, zoom, générique. Bon, les amis, en premier, je vais vous parler du Brésil, mais pour faire bref, parce que j'ai fait une vidéo sur ce sujet, et on va la publier ou demain ou dans les 2-3 jours là qui viennent, parce qu'il faut quand même qu'Antoine aussi il a le droit de se reposer, mais j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous résume, il y a eu au Brésil un coup qui a été monté pour éliminer notre famille politique qui était représentée par l'ancien président Lula. Ils ont monté un coup judiciaire sur la base d'une enquête d'un juge indépendant qui a accusé de corruption Lula, qui était l'homme qui avait les 60% d'intention de vote dans les sondages. Et bon, Lula a été arrêté, mis en prison, alors même qu'il était accusé d'une corruption dont personne n'a jamais apporté la preuve matérielle. Excusez du peu, il s'agissait d'un cadeau qu'on lui aurait fait d'un appartement. Personne n'a jamais retrouvé l'appartement, lui l'a pas reconnu, ni le juge qui l'accusait. Bon. Et avec ça, ils l'ont mis en cabane pour 12 ans. Et à partir de là, le champ politique a été complètement désorganisé parce qu'on avait tapé le leader de notre famille, ex-président et fondateur du Parti des Travailleurs. Et donc la voie a été ouverte pour que la colère populaire s'incarne dans un type d'extrême droite qui a gagné cette élection. Et à la fin de toute cette histoire, coucou surprise, qu'est-ce qu'on découvre? Que le juge qui avait inculpé Lula, qui avait donc inculpé et conduit à sa condamnation, cet homme appartient à l'extrême droite et sera sans doute le prochain ministre de la Justice du type d'extrême droite qui vient gagner. Bon, évidemment, c'est une affaire qui ne peut avoir lieu qu'en Amérique latine parce que chez nous, la justice est indépendante et ne se mêle pas de politique comme tout le monde le sait. Enfin, vous verrez, il y aura une vidéo sur le sujet, d'accord? Bon, je dois vous parler d'un sujet qui revient souvent dans mes revues de la semaine, mais c'est une façon aussi de marquer un fil conducteur, une ligne directrice au regard qu'on porte sur le monde. Vous savez que dans notre façon de voir à nous, les insoumis, la question de l'écosystème en général est une question centrale. C'est-à-dire, nous pensons que comme l'écosystème est menacé par l'activité humaine, et l'activité humaine, pas humaine simplement, l'activité humaine dans le capitalisme, c'est-à-dire avec le productivisme, avec la production de millions d'objets qui ne servent à rien, avec l'accumulation de la richesse chez certains et le dénuement absolu chez les autres. Bref, nous pensons que cette question est centrale parce qu'elle définit un intérêt général humain et que sur la base de cet intérêt général humain, on peut construire une ligne politique, un programme politique commun à toute l'humanité et qui se décline dans chaque pays. Nous avons commencé dans le nôtre, ça s'appelle l'avenir en commun. Alors, sur ce registre-là, évidemment, c'est pas nous sommes pas les premiers, nous avons hérité de la tradition politique, de l'écologie politique, à un moment où cette écologie politique s'est intégrée au système et est devenue une sorte de composante de la bien-pensance pour beaucoup, je parle de l'écologie politique, des partis politiques, pas des associations ou des courants qui ont en charge des questions et des thèmes écologiques, parce qu'eux, ils sont restés dans leur sillon revendicatif et de lutte, et ils sont, il faut le dire, assez durement réprimés à de très nombreuses occasions. Bon, mais je disais ça pour signifier que je ne prétends pas que nous soyons les inventeurs de cette préoccupation politique. Et surtout pour vous dire que j'espère qu'on ne soit pas les seuls. C'est-à-dire pour nous, la préoccupation écologique ne doit pas devenir la propriété d'un parti. Nous souhaitons que tous les partis soient écologistes, que tout le monde s'en occupe, que tous les syndicats le soient, et en effet, il y a une grande propagation de cette préoccupation dans toute la société, dans tous les rouages de la société, des braves gens qui essayent de se tirer d'affaire. Par exemple, ils consomment bio. Alors il y a toutes sortes de discussions sur ce qui est vraiment du bio et ce qui ne l'est pas. Il y a beaucoup d'arnaques là-dedans. Mais les produits bio progressent de 20% par an à la vente. Vous avez qu'à aller voir vous-même dans votre magasin. Autrefois, il fallait chercher entre les rayons où il y avait un produit bio. Maintenant, il y en a partout. Et au point que vous êtes comme moi, vous trouvez ça suspect d'en voir autant, parce que quand vous regardez les étiquettes, vous n'êtes pas aussi convaincu qu'en regardant ce qui est écrit en gros sur l'emballage. Alors, je vous reparle de tout ça parce que la situation pendant ce temps-là, elle n'attend pas nos discours. Le changement climatique, il est commencé. Ça, je l'ai dit ici tellement de fois que, et vous pouvez le lire, vous pouvez l'entendre autour de vous. Il est commencé parce que de toute façon, les engagements pris à la COP 21 ne permettaient pas d'inverser la pente
qui étaient prises vers ce dérèglement climatique. Bon, la COP 21, vous le savez, ils ont signé un texte dans lequel il y a 2 degrés de réchauffement supplémentaires, et avec ça, ils disaient, bon, on va se tirer d'affaire. Ben non, on se tirera pas d'affaire avec 2 degrés, et en plus, il faut dire ce qui est, les engagements des pays, c'est 3,5 degrés, hein, quand on lit et qu'on met bout à bout tout ce que les pays ont dit. Donc, l'idée que le changement climatique va être enrayé, le changement climatique pour la part qui relève de l'activité humaine, qui est centrale aujourd'hui, c'est-à-dire la production de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'aller chercher bien loin, dans notre propre pays, c'était prévu qu'on fasse moins 5%, et en réalité, on a fait plus 3. Alors comme ça, le tableau est terminé. Donc le changement climatique est commencé, et il y a peu de chances que il soit inversé. Disons qu'on pense que des seuils d'irréversibilité ont été atteints. Ça va avoir des conséquences, comme vous l'imaginez, les événements climatiques extrêmes, mais d'autres qui sont moins pointés. C'est que comme les courants dans la mer sont en train de changer, la part d'eau chaude, la part d'eau froide, et tout ce qui en résulte, ça veut dire que le régime des pluies, la façon avec laquelle se déroulent les saisons, les choses qui sont constantes depuis que l'humanité est là, hein, eh bien tout ça va être complètement déréglé et se produire autrement. Comment? Moi, j'en sais rien. J'ai pas la capacité scientifique. J'ai lu les choses les plus contradictoires. Depuis un copain qui m'a dit, les gens n'ont pas bien compris que dans le réchauffement climatique, ça augmente l'évaporation. Et si ça augmente l'évaporation, ça va augmenter les pluies. Donc il va tomber de l'eau de plus en plus. Et cette eau qui va tomber, elle va pas tomber aux endroits où elle tombait avant. Donc les uns qui recevaient vont être dans la sécheresse, et les autres qu'on n'avait pas vont être sous la flotte, mais des quantités tout à fait substantielles. Hein. Bon. Parce que s'il n'y a pas besoin d'être un grand intellectuel pour comprendre que le réchauffement climatique produit une évaporation supplémentaire, et on a une corrélation assez bien définie entre les deux. Bon, et puis à côté de ça, il y a le changement dans la biodiversité. Alors là, ça résulte de plusieurs. La biodiversité, c'est toutes les créatures vivantes, hein, parce que toutes se tiennent entre elles. Il y a un rapport entre le végétal, l'animal, l'humain. Bon, l'humain étant lui-même un animal, tout le monde comprend ça. Mais tout ça est imbriqué. Et les modes de production des êtres humains font reculer la biodiversité, en tout cas la biodiversité terrestre. Pendant un temps, on considérait que ça concernait pas la mer. Mais à partir du moment où aussi en mer, on s'est mis à surpêcher, à détruire avec des méthodes de pêche qui détruisent absolument toute vie, depuis les grands filets qui raclent les fonds et toutes les bestioles qui sont sur leur passage, jusqu'à la pêche électrique qui foudroie absolument tous les êtres vivants. Bon, il y a de la mer aussi en tant que lieu essentiel de la biodiversité mondiale, hein, parce que 70% de la surface de la planète, c'est de l'eau. Donc c'est là-dedans que ça se passe. Il y a 85% de la biodiversité est dans l'eau. Bref, tout est atteint partout à la fois. Et il y a eu un très beau livre là-dessus, en 2015, de Elisabeth Kolbert. Je vous le recommande, il est bon, c'est 319 pages, ou 320, c'est un gros bouquin. Un peu cher, c'est vrai aussi, mais très intéressant, et qui traite de la 6e extinction. Ça veut dire, il y a eu 5 extinctions déjà dans le passé, dans l'histoire, de toutes les bestioles vivantes à l'époque, et nous sommes entrés dans la 6e. Et ça, on l'observe, on le constate, c'est pas un danger, bon, c'est-à-dire, c'est toute la biodiversité qui est impliquée, la biodiversité vivante, là, il s'agit des espèces animales et ainsi de suite, depuis les insectes en passant par toutes les autres bestioles, qui sont atteints par ce phénomène de 6e extinction. Et là, les chiffres commencent à tomber, qui font peur, quand on vous dit, il a disparu 80% de ceci, 30% de cela, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, et puis vous avez les petits malins qui passent derrière en nous disant « Ah bon, il n'y a plus d'abeilles, alors très bien, nous on va vous proposer des machines à polliniser. Hein » C'est-à-dire que le capitalisme, il essaye toujours de retomber sur ses pattes, il détruit, mais il vous propose le truc derrière à la place de ce que vous aviez autrefois gratuitement, parce que les abeilles, personne ne les payait, et elles faisaient ça parce que, ça faisait partie de leur existence d'abeilles, hein, de polliniser pour ensuite faire du miel, et en gros, tout le monde était content dans cette affaire, y compris les êtres humains qui font des ruches, et les ours, et qui vont aller les piller, et ainsi de suite. Bon. Donc, ça là, nous avons maintenant, les signes se multiplient, de la gravité de cette 6e extinction, qui accompagne, qui se produit en même temps qu'il y a le changement climatique, et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire d'une part l'activité humaine qui détruit les écosystèmes, d'autre part l'aggravation des phénomènes à effet de serre qui détruisent certaines
qui se détruisent certaines espèces. Alors, les modes de production humains qui détruisent, vous les connaissez, ça va depuis la production d'huile de palme qui ravage les forêts pour qu'on mette à la place des plantations, c'est les pesticides qu'on fout partout et qui font mourir tous les insectes, qui détruisent la régularité de la chaîne alimentaire, parce que là où il n'y a pas d'insectes, ben, il n'y a pas d'oiseaux, parce que les oiseaux se nourrissent avec des insectes, etc., 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 et tout ça se tient, et c'est là qu'on voit que tout ça se tient. Alors maintenant, là, on vient de nous donner une étude, une statistique qui dit que depuis les années 70, c'est 60% des espèces vertébrées qui ont disparu. 60%. Depuis les années 70 à maintenant, 60% des espèces vertébrées ont disparu. Alors, on pourrait dire, supposons on prend un point de vue très lointain, et on dit bon bon et alors quoi, il y a déjà eu des extinctions massives, peut-être que c'est ce phénomène-là qui se produit, oui, mais il se produit d'une manière tout à fait particulière, parce que c'est la rapidité avec laquelle ça se produit et l'universalité, c'est-à-dire c'est vrai partout en même temps et avec de plus en plus vite et avec la même profondeur de destruction absolue. Voilà. Ce sont des phénomènes nouveaux. Alors, pour nous, c'est autant de signaux d'alerte. Bon, je pense que ceux qui regardent cette émission, ils sont déjà alertés. Mais il faut qu'on ait à l'esprit qu'on va se trouver bientôt dans une situation que peu de monde avait prévue. C'est-à-dire confronté à une situation radicalement nouvelle pour la civilisation humaine, où il manque toutes sortes de bestiaux, où toutes sortes d'insectes ont disparu, où beaucoup de fonctions ordinaires de la vie de la nature n'ont plus lieu, et où les êtres humains, la civilisation humaine, est confrontée à des événements climatiques extrêmes qui interrompent son fonctionnement. Bon, quand vous savez que les plus grandes villes du monde sont au bord de l'eau, d'accord, et que l'eau monte, et que l'océan mondial est en proie à des phénomènes extrêmes, eh bien vous comprenez qu'il est possible qu'à un moment ou à un autre, tout le système d'organisation mondiale s'interrompt parce qu'il est coupé. Parce que par exemple, je sais pas moi, le transport maritime serait coupé par les événements climatiques extrêmes. Autrefois, la vague exceptionnelle, elle faisait 20 mètres, maintenant c'est 40 mètres. Il faut vous imaginer ce que c'est qu'une vague de 40 mètres. Hein. Bon, vous passez là avec votre tanker, bonjour tout le monde, c'est fini. Hein. Bon, donc et 90% du commerce mondial s'opère par la mer. Donc c'est pas une petite question que celle-là. Donc, moi je voulais mettre ça dans ma revue de la semaine pour vous dire, nous allons être l'humanité. Quand je dis nous, c'est l'humanité, c'est pas nous les insoumis ou je ne sais quoi. C'est l'humanité tout entière, quelles que soient ses opinions politiques, va être mise au pied du mur. Alors, comment va-t-on procéder? Est-ce chacun pour soi ou est-ce tous ensemble? Une grande question philosophique va donc devenir une question extrêmement concrète. Et pour nous, dans notre manière de réfléchir, c'est important de se rendre compte, et se rendre compte du fait qu'on s'approche du point à partir duquel, que vous le vouliez ou non, la question est posée. Hein, parce que les questions intelligentes, c'est bien quand elles sont posées de manière intellectuelle, tant mieux, on a le temps de s'y préparer, d'y réfléchir, ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais là où elles sont les plus intéressantes, c'est quand il n'y a plus moyen d'y échapper. Et nous sommes entrés dans cette période. Bon, j'espère que je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais comme c'est la première revue de la semaine que je fais depuis les perquisitions qui ont eu lieu dans notre milieu, il faut que je vous en parle, parce que sinon ça va faire bizarre quand on va prendre la suite des revues de la semaine, on va dire qu'est-ce qu'il lui a pris, pourquoi elle n'a pas parlé de ça. Il faut dire que j'ai tellement l'impression d'en avoir parlé que ça me saoule moi-même le premier de revenir dessus. Mais il faut bien que je résume pour que vous ayez quelque part un argumentaire aussi serré sur ce que nous en pensons. Alors, d'abord, c'est un coup de force qui a été fait contre nous. Et je vous le résume de la manière suivante. 2 dossiers qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre ont été joints. Et sur cette base, des perquisitions communes ont été faites. C'est-à-dire, il y avait des gens qui relevaient des 2 dossiers, certains d'un seul. Bon, c'est déjà une méthode judiciaire assez étrange. Deuxièmement, dans les 2 dossiers, il n'y a pas de fait. Il y a juste une dénonciation. D'accord ? Dans le cas numéro 1, il s'agit des assistants parlementaires au Parlement européen lorsque j'étais député européen. Une dame d'extrême droite a dénoncé 17 personnes en disant leurs assistants ne faisaient pas du travail d'assistants, ils étaient en réalité des permanents politiques de leur parti. Pourquoi a-t-elle fait ça? Parce qu'à l'époque, il y avait une dénonciation sur le même thème
contre Madame Le Pen et le Front National. Donc elle a dit, ah ben moi, si c'est ça, je vais en dénoncer d'autres. Alors nous on lui a dit, ah mais ça Madame, c'est une dénonciation calomnieuse. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui ont porté plainte sur ce thème-là. Et elle a dit, alors elle a compris que ça commençait à craindre pour elle, et elle a dit, ah non, mais c'était une plaisanterie, un pied de nez fait à la justice. Donc nous, à partir de là, on a tous dormi sur nos deux oreilles en disant, bon, si elle-même, elle dit que c'est une plaisanterie et qu'elle se moque de la justice, c'est à elle que ça va cuire, c'est pas à nous. Eh ben non, ça a suffi à déclencher une enquête. Mais elle a quelque chose de particulier, cette enquête. C'est qu'elle a déjà eu lieu. Parce que, comme il y avait eu cette affaire de Madame Montel dénonçant les gens, le Parlement européen nous a écrit, en tout cas il m'a écrit à moi, en me disant, bon alors écoutez, voilà, j'ai des questions à vous poser, il y en a une vingtaine, et j'ai répondu. J'ai déjà répondu par écrit à toute cette histoire. Ma lettre, elle est du 3 janvier 2018, donc quand même, ça commence à dater maintenant, hein. Il y avait un moment pour la lire. Éventuellement pour dire, ah mais vous n'avez pas assez bien répondu à telle ou telle question. Personne ne m'a plus rien dit, d'accord ? La lettre est arrivée au Parlement européen, personne au Parlement européen ne m'a rien dit, et personne en France ne m'a rien dit. Il n'y a pas de juges qui m'ont dit, monsieur, voilà, on aimerait vous parler, parce que, bon, voilà, on a entendu dire que, on a une dénonciation, et voilà, j'y serais allé. On aurait parlé, mais personne ne m'a parlé de rien. Et tout d'un coup, les perquisitions. Alors évidemment, je vais y revenir, mais déjà, ça commence bien, c'est une dénonciation, et tout de suite, 2 poids, 2 mesures. Pourquoi je dis 2 poids, 2 mesures ? Parce qu'elle a dénoncé 17 personnes. Pas moi, seulement. 17 personnes. Alors, que deviennent les 16 autres ? Est-ce qu'ils vont avoir une perquisition chez eux ? Parce que les 19 députés européens signalés par Sophie Montel, c'est... Alors, il y en a Marielle de Sarnez du MoDem, bon, elle n'a pas eu de perquisition, mais le siège du MoDem a été perquisitionné, et elle a dû sortir du gouvernement. Robert Rochefort du MoDem, je ne crois pas qu'il ait été perquisitionné, Édouard Martin du PS. Peut-être qu'il a été perquisitionné, alors on l'a pas su. Ou bien ça va se faire. Christine Revaud-Dallon, Bonnefoy, du PS. Hein ? Est-ce qu'elle... Bon. Jean-Louis Cotigny, PS. Michel Alliot-Marie, les Républicains. Angélique Delahaye, les Républicains. Brice Hortefeux, les Républicains. Marc Julot, les Républicains. Tokia Saïfi, les Républicains. Jérôme Lavrieux, les Républicains. Les Républicains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Républicains. Alors, moi, attention, je ne suis pas en train de dire il faut aller les perquisitionner, hein, mais je dis pourquoi moi je suis perquisitionné. Nous, il y en a 1, moi, dans la liste. Eux, ils en ont 7 et pas une perquisition. Alors je continue. Jean Arthuis, UDI. Dominique Riquet, UDI. Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts. Et Michel Rivasi, Europe Écologie Les Verts. Alors ces deux-là aussi, ils disent, on leur dit, vos assistants avaient des fonctions de permanent au siège du parti. Yannick Jadot et Michel Rivasi. Ils vont avoir des perquisitions. Peut-être que je comprends mieux pourquoi ils n'ont rien dit quand il y en a eu chez moi. Mais ils ont tort. C'est pas en se cachant qu'on règle les problèmes. Et puis après, nous avons Virginie Rosière, Patrick Le Yarrick, du Parti communiste français, qui lui a pris ma défense, et moi-même. Alors, je vous ai lu cette liste, pas pour dire je demande des perquisitions, mais parce que c'est la preuve qu'il y a 2 poids, 2 mesures. C'est la preuve. Puisque seul moi, et seuls les assistants qui ont travaillé avec moi dans toutes ces années que j'ai passées au Parlement européen, ont été perquisitionnés. Et il faut vous imaginer le choc que ça a été pour eux. De voir arriver la police à 7h du matin, la plupart d'entre eux ignoraient qu'il y aurait une affaire des assistants parlementaires, d'accord ? Vous n'avez pas suivi, il y en a, ils font plus autre chose dans la vie. Ils font plus assistants parlementaires, ils sont usés au boulot avec moi, ils ont compris en voyant de près ce que c'était que la vie politique, à quel point c'est un poids. Bon. Moi, je leur suis très reconnaissant de tout ce qu'ils ont fait avec moi, du travail qu'ils ont fourni, bon, bref. En tout cas, voilà déjà la preuve que c'est 2 poids, 2 mesures. Alors, quand vous entendez un procureur dire « Ah non, la justice est indépendante, elle est la même pour tout le monde, et M. Mélenchon n'a pas à s'y soustraire », mais il ne cherche pas à s'y soustraire. M. Mélenchon, c'est le contraire. Il veut juste être traité comme tout le monde. Et c'est une autre manière de dire que la preuve qu'il est traité comme tout le monde, c'est que tout le monde est traité comme lui. Or, ce n'est pas le cas. Or, ce n'est pas le cas. Je suis le seul sur 17 qui donne l'objet à perquisition et tous mes assistants. La deuxième affaire, vous la connaissez, c'est celle des comptes de campagne. Alors là, c'est le cauchemar à l'état pur. Là aussi, c'est une dénonciation d'un gars qui n'a pas respecté son boulot, monsieur Chalvron,
qui a quitté son travail en cours de route. Il était rapporteur de mon dossier, personne ne m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'il soit rapporteur, parce que moi j'aurais dit je suis pas d'accord. Ce gars-là a été directeur de cabinet d'un mini-socialiste avec qui moi j'ai eu des embrouilles de première grandeur. J'aurais dit je suis pas d'accord, personne ne m'a rien demandé. Il nomme ce gars-là, il y va, il fait des histoires avec tout le monde, pas qu'avec moi d'ailleurs, hein. Il a dénoncé d'autres comptes de campagne. Et comme il s'occupait de mon rapport, c'est moi qui ai droit au maximum de la décharge. Et le type fout le camp. Si bien que le président de la commission des comptes de campagne dit « Ah mais cet homme-là, il raconte n'importe quoi, il parle de factures qu'il n'a pas vues, et il a abandonné son poste. » Et puis il a aussi manqué à son devoir de réserve. Normalement, il devrait être puni pour ça. Non, il ne l'est pas. Par contre, sa dénonciation alimente une presse qui bien sûr, est indépendante et a le droit de publier les ragots qu'elle veut. Bon, l'égout, il appartient à tout le monde. Hein. Bon, donc, ils ont fait ça, et seulement sur moi, puisque le seul sur lequel il y avait un dossier, les comptes étaient sortis, c'est moi. Et monsieur Chalvron, le rapporteur de mon truc. Donc il y a des journaux qui ont repris, ils n'ont même pas regardé si c'était vrai, comparé les prix, etc., etc. Et surtout, ils n'ont pas réglé cette énigme. Comment se fait-il que la campagne qui dure le plus longtemps, 12 mois pour moi, 8 mois pour Macron, 3 mois pour le candidat du PS, Benoît Hamon. D'accord ? Comment se fait-il que la campagne qui dure le plus longtemps dans les 5 premiers, et qui coûte le moins cher des 5 premiers, et qui est le moins remboursé des 5 premiers, c'est justement celle-là qui serait surfacturée. Écoutez, ça tient pas debout, tout le monde peut comprendre ça. Que s'est-il passé ? Donc ce type, parjure, raconte ses salades, ça n'empêche pas mon compte d'être validé, d'accord ? Mon compte a été validé, et tout d'un coup, le président de la commission dit « Ah mais moi j'ai pas les moyens suffisants, je fais un signalement ». Signalement, c'est le mot poli et bien, vous voyez, pour dire dénonciation. Donc en fait, il me dénonce, et il dit « Eh ben moi je sais pas, mais comment monsieur, vous savez pas, vous m'avez déjà posé 2000 questions, certaines par écrit, d'autres par téléphone, 2000 questions, vous en aviez 1000 de plus à poser, bah allez, posez-les, on vous aurait répondu. On n'a jamais cherché à se soustraire, on n'a jamais cherché à se cacher. Dès qu'il y a eu des histoires, qu'est-ce que j'ai fait ? La première chose que j'ai dit, c'est « Allez, on reprend tout !» Et si vous avez les miquettes pour vos comptes, eh ben on reprend juste les miens, reprenez les miens. Redites ce que vous en pensez, recommencez à les détailler. Mais me faites pas ce coup pourri qui consiste à sortir des chiffres ici, là, les comparer à rien, là, comme a fait le soi-disant service investigation de France Info, hein, où ils prennent des chiffres qui comparent à rien, et pour décider que c'est surfacturé. Voilà. Donc, sur cette base-là, hop, perquisition. Alors, je vais terminer sur cet aspect-là. Au nom de quoi, perquisition ? Comment ça se fait ? Alors, on me dit, mais c'est le juge des libertés de je sais pas quoi qui a donné la consigne. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Et comment vous expliquez ça ? Parce que ce juge, il intervient dans un cas. Terrorisme ou banditisme. Sinon, j'aurais dû être prévenu. Sinon, on aurait dû me demander mon autorisation pour perquisitionner et on aurait due le demander à chacune des personnes qui est là. Donc, nous avons été traités avec les méthodes qui sont celles du grand banditisme ou du terrorisme. Et ça, c'est pas légal de faire ça. Moi, je suis pas un terroriste. Je suis pas un grand bandit. J'ai pas organisé un trafic de cigarettes, de cocaïne ou d'armes. J'ai rien fait de ça et c'est pas ce qu'on me reproche. On me reproche de pas avoir présenté des comptes correct sur ma campagne et d'avoir eu des assistants qui faisaient de la politique. Voilà ce qu'on me reproche. Nulle part il y a écrit grand banditisme, trafic en bande organisée ou je sais pas quoi. Donc on m'a appliqué une méthode dont je ne relève pas. Mais elle a des conséquences. C'est que j'ai moins de droits en étant dans ce cadre que quelqu'un qui est dans le cadre de terrorisme. À monsieur Benalla, ils lui ont demandé s'il pouvait aller chez lui. Le gars il a dit « Ah c'est bête, j'ai pas ma clé ». « Ah ben pardon monsieur Benalla, on reviendra demain ». Ils reviennent le lendemain, il manque un coffre-fort. Et des armes. Où c'est passé ? Pas de problème. Le procureur dit « Ah, bah écoutez, c'est des détails tout ça. » Ils s'en foutent. Le coffre-fort a disparu, les armes ont disparu. Par contre, on trouve des armes au siège de La République En Marche. Il y a une suite ? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a que pour nous. Donc c'est bien 2 poids, 2 mesures. Avec l'utilisation d'une procédure qui ne peut pas s'appliquer à des gens comme nous. Mais moi, je sors pas de l'œuf, les amis. Je fais de la politique depuis un moment. Vous n'allez pas me faire croire un quart de seconde que c'est une histoire judiciaire, c'est une histoire politique. D'ailleurs, quand j'étais ici, je me tenais tranquille, pendant qu'ils perquisitionnaient, 7h du matin, tac, 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 police, encore chez moi, ils ont tapé au bon étage. Mais il y en a chez d'autres, ils avaient le code pour entrer, mais regardez comme c'est bête, ils savaient pas où était l'appartement. D'accord ? Donc ils ont tapé à toutes les portes à 7h du matin pour dire « Allez, police, vous êtes monsieur machin ? Ah non, c'est pas vous. C'est pas grave. » Voilà comment ils ont fait. C'est-à-dire que tout votre immeuble est au courant que la police est chez vous.
Je vous passe des détails parce que je ne veux pas tout raconter, et j'en garde des meilleurs pour la suite, moi aussi. Donc ils arrivent chez vous, ils font ces perquisitions. Tant que je croyais que c'était moi, Jean-Luc Mélenchon, justiciable, qui fait l'objet d'une perquise, je me dis, je me tiens tranquille, je vais attendre ça parce que je sais que c'est illégal. Je sais que c'est pas normal, que c'est une procédure extraordinaire d'entrer chez le président d'un groupe d'opposition, de fouiller toutes ses affaires. Puis je les vois faire, bam, ils me prennent mon ordinateur, tout ce qu'il y a dedans. Tout! Mais enfin, avant les ordinateurs, comme on faisait, ils rentraient, ils triaient dans les papiers. D'ailleurs, ils ont ouvert mes tiroirs avec des papiers. Ah ben ça, non, on prend pas, ça nous intéresse pas. Par exemple, dans mon tiroir, là, il y a droit d'auteur. Bon, ça les intéresse pas, ça n'a pas de rapport, on le laisser. Un autre dossier, c'est mes impôts. Bon, ça les intéresse pas non plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors après, il y a un autre tiroir où c'est photos de famille. Bon, rien à voir avec mes assistants, mais quand c'est l'ordinateur, vous savez, je suis un gars ordonné, dedans aussi c'est rangé, marqué photos de vacances, visage, cabinet, collaborateurs, animaux, mes dessins, j'ai des dessins que j'ai dans l'ordinateur, que je stocke parce que j'y fais des trucs. Projet de livre, c'est écrit dessus, projet de livre. Il n'est pas écrit, alors on peut regarder, hein, le gars il aurait pu me dire, monsieur ouvrez que je vois si c'est bien un projet de livre. Non, ils ont tout pris. Tout. Et après on nous dit, mais bah oui, mais ça reste confidentiel. Vous foutez de moi? Quelque chose va rester confidentiel qui a été remis à la justice, mais on rigole. Tout sort dehors. Et vous avez des gens qui sont des journalistes qui payent des gens qui sont dans la justice pour leur donner des pièces. Donc il y a des gens corrompus qui sont payés pour violer le secret de l'instruction. Parce que j'espère que personne ne croit que ça se passe comme ça en disant vous avez quelqu'un dans l'administration judiciaire qui dit ah ben moi je le donne pour faire la lumière et la vérité. Mon œil, c'est pas vrai. Hein, c'est une transaction. Certains me disent c'est donnant-donnant. Ah bon, vous trouvez que c'est une expression qui arrange les choses? Donnant de quoi? Contre quoi? Donc c'est bien un trafic. Il y a un trafic d'informations judiciaires. Et la procureure, elle prend la parole, elle n'a pas un mot pour dire je trouve anormal que 4 jours après, on ait déjà sorti tel ou tel document de tel ou tel procès d'audition. Le rigolo de l'histoire, c'est que moi, mon propre procès d'audition, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les autres. Donc c'est en lisant le journal que j'apprends que ici il y a un problème, là-bas il y a je sais pas quoi, etc. C'est une honte. C'est pas un fonctionnement de justice indépendant, autonome. C'est une honte. D'ailleurs, il faut dire une chose, les gens qui s'occupent de moi pour me coller dans des impasses et des embrouilles, ça leur réussit. Prenons un exemple au hasard. Le président de la commission des comptes de campagne, ce gars-là, ils auraient dû le foutre dehors, ça fait 20 ans qu'il est là. Il a déjà raté 2 ou 3 campagnes électorales où il s'est trompé en trop ou en moins, hein. Et ben, à partir du moment où il me dénonce, qu'est-ce qui se passe? Il a augmenté, 57%. Pas mal, non? Il me dénonce, d'abord il commence par valider mes comptes, il me dénonce, il a augmenté. Et le procureur qui déclenche toute cette opération, avec toutes ces perquisitions, eh ben lui aussi, ça marche pour lui, il vient d'être nommé au poste le plus élevé de la magistrature du parquet, la Cour de cassation, il va être procureur. Bien sûr, tout ça, ce sont des coïncidences, il faut bien le comprendre, parce que tout ça est indépendant, rien de tout ça ne fonctionne ensemble, etc., etc., etc. Et la chose la plus incroyable, c'est que, si vous voulez regarder, qui vient là? Les policiers du service de la répression de la fraude et de la corruption. Franchement, ils ont que ça à faire. Le même jour où on apprenait qu'il y avait plus de 50 milliards qui étaient volés par un processus d'optimisation fiscale par toute une série de boîtes en Europe. Et puis surtout, c'est les statistiques. Dans les affaires de corruption et de fraude, il y a 281 perquisitions de fait pour 300 affaires. D'accord? Moins d'une perquisition par affaire. Sur des vraies affaires de corruption, vraies, je veux dire, qui donnent lieu à enquête de corruption et de fraude. D'accord? Et nous, tout seuls, nous, la France insoumise, on a 11 perquisitions. D'accord? D'une manière générale, pour tous les autres, moins d'une perquisition par dossier, nous, tout seuls, 11. Franchement, ils n'ont rien d'autre à foutre. Si vous voyez la tête des magistrats et des policiers, qui eux, font pas de la police ou de la magistrature pour faire de la politique, eux, dans leur vision du monde, bah, ils pourchassent les voleurs, ils pourchassent les corrompus, voilà de quoi ils s'occupent, c'est ça leur raison d'être. C'est pour ça qu'ils aiment leur métier. Pas pour faire les basses méthodes de politique, aller casser les pieds au président d'un groupe parlementaire d'opposition. Mais en attendant, le résultat, c'est quand même celui-là. La criminalisation de la vie politique et de l'opposition. Parce que même si on me déteste, hein, comme c'est le cas dans beaucoup de salles de rédaction, où j'ai des vieux anciens trotskistes avec qui on réglait des comptes il y a 40 ans, ben apparemment ils continuent à les régler. Donc
Admettons, ils me détestent, parfait, tout va bien, c'est la vie, on n'est pas obligé de tous s'aimer. Hein. D'ailleurs, je le leur rends bien, comme ça tout le monde est à l'aise. Mais c'est pas une raison pour passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est que je suis président d'un groupe d'opposition, et pas n'importe lequel. Et que je suis perquisitionné, ça c'est pour les personnes, mais 3 sièges politiques sont perquisitionnés. Le mouvement La France Insoumise, le parti de gauche et l'association L'Air du Peuple, qui a été créée, c'est un mystère pour personne, pour organiser l'action et la collecte des fonds avant l'ouverture des comptes de campagne. Avec l'accord de la Commission nationale des comptes de campagne, il n'y a absolument rien de mystérieux dans ce que je fais. Et comme je ne sors pas de l'œuf, j'ai pris mes précautions avant, parce que je savais qu'on me ferait suer après. Je les connais tous. Mais là, j'en appelle à la conscience démocratique. Vous ne trouvez pas incroyable que pendant 7 jours, on vous ait fait tourner en boucle des images de moi en train de crier au siège du mouvement La France Insoumise, et que pas une fois, on pose la question de savoir si c'est normal de confisquer les fichiers d'une organisation. Mais moi, pourquoi je vais là-bas au siège? J'aurais pu aller au siège du parti de gauche, je suis membre du parti de gauche. Pourquoi je suis allé au siège, au mouvement à la France Insoumise? Parce que c'est le mouvement qui entourait ma candidature à la campagne présidentielle. Vous m'avez confié votre soutien, et il y a un fichier là-bas de 500 000 noms. Et 419 000 personnes actives. Ils sont peut-être partis avec, je ne sais même pas avec quoi ils sont partis, vu qu'il n'y a pas eu de procès verbal de fait. Donc, on s'est en quelque sorte fait cambrioler. Vous croyez que ça émeut un seul de ceux qui, si ça avait été un gouvernement de droite traditionnel, ils auraient hurlé au fascisme, à je sais pas quoi. Non, comme c'est Mélenchon, tous les coups sont permis. Et pendant 7 jours, on vous montre Mélenchon en train de se fâcher pour entrer. Pourquoi veut-il à tout prix entrer, Mélenchon? On pourrait se poser cette question. Ainsi que Manuel Bompard, directeur des campagnes, ainsi que le président de l'association L'Air du Peuple. Pourquoi ils veulent entrer? Mais pour voir ce qui va être pris. Et pour dire, attendez, ça vous le prenez pas. Parce que c'est le fichier, il n'y a aucune raison que vous ayez le fichier. Vous pouvez nous suspecter sur nos comptes de campagne, voilà où ça se trouve. D'ailleurs, vous avez déjà tous les documents, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Ce que nous avons donné au compte de campagne et ce qu'il y a au siège, c'est les mêmes documents. Donc vous avez 2 dossiers joints sans raison. 11 perquisitions sur des personnes individuelles, alors que normalement ça ne devrait pas se faire. Et enfin, des confiscations d'éléments qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Et surtout, la mise en danger de la vie démocratique d'un parti d'opposition, d'un mouvement d'opposition, d'un parti d'opposition, d'une association d'opposition. Et là, ça ferait aucun problème à personne. Eh bien, je vous demande d'y réfléchir. Ça doit vous montrer que les conditions sont déjà mûres en France pour que des coups, comme il s'en fait ailleurs dans le monde, aient lieu en France. Parce que, qu'est-ce qui va les empêcher demain de me mettre en examen? Après tout, on a bien mis en examen Lula pour un appartement qu'il n'avait pas. Qu'est-ce qui, dans tout ce qui a été fait, et d'ailleurs la procureure a annoncé la couleur en disant « Ah, mais attendez, pour l'instant, nous n'en sommes pas encore. » Ah bon, parce qu'on va y arriver. Nous n'en sommes pas encore aux preuves graves et concordantes, je ne sais plus comment on appelle ça. Donc c'est ça qui prépare. C'est le supplice par petites tranches. D'abord la grosse opération, je réagis fortement, on passe la minute, ou je ne sais pas combien de temps ça dure, les 60 secondes ou les 50 secondes pendant lesquelles je crie, pas une image où on aurait vu, par exemple, mon assistante jetée à terre par un des policiers qui était là, parce que nous, on est responsables. On n'a pas trop mis ces images en circulation, mais elles existent. Hein. 4 blessés, s'il vous plaît. Rien, pas un mot sur ce sujet-là. Par contre, les sujets importantissimes, est-ce que Mélenchon a crié? Est-ce qu'il a trop crié? Pourquoi il a dit « ma personne est sacrée » Parce que comme des ignorants, ils ne savent pas que c'est le cas depuis 494 avant notre ère. Les tribuns du peuple sont inviolables, donc les députés le sont également. Et le reste. Et puis on a monté. Comment il s'est moqué d'un accent. Je vais me moquer d'un accent, moi qui ai souffert toute mon enfance de me faire moquer de moi parce que j'avais l'accent pied noir. J'ai cru qu'elle se moquait de moi, cette femme. Alors on me dit « Ah, mais vous saviez qu'elle avait un accent. » Vous croyez que dans des moments pareils, on se rappelle de quelque chose? Bon, donc j'ai cru qu'elle se moquait de moi. J'ai dit « Je suis désolé, c'est un malentendu, je voulais pas me moquer. » Non, ça leur suffit pas, ils le répètent en boucle. Parce que le but de l'opération, dans la phase 1, est de me flétrir. Et de me montrer, comme dit Cohn-Bendit, vous vous rendez compte, s'il devait être président de la République, ça serait une catastrophe. Et vous avez un autre dingo dans une émission qui dit vous vous rendez compte, confier le bouton nucléaire à ce gars, ça montre que celui qui parle, il sait pas comment marche le bouton nucléaire, parce que le bouton nucléaire, ça n'existe pas, c'est pas ce qu'il croit. Et je vais pas dire ce que c'est, hein, parce que j'ai pas le droit de le faire, et je ne le ferai pas parce que c'est pas l'intérêt de mon pays. Mais tout ça, c'est des images destinées à flétrir. Hein. Et après, évidemment, tout ce qui m'approche, hommes et femmes, et je n'entre pas dans les détails, hein, est montré sous un angle sulfureux, etc., etc., avec un acharnement dont vous comprenez le sens.
Le sens, c'est de nous flétrir, que vous finissiez par penser, il n'y a pas de fumée sans feu. Et après, ils passeront à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, ça va être de dire, oui, mais tel machin, telle vidéo, tel truc, je sais pas quoi, qu'ils vont inventer, etc., etc. Donc, c'est un traquenard judiciaro-médiatique, politique, dont le tireur de ficelle est dans la Macronie. Alors après, je vous dis pas qu'ils sont tous macronistes là-dedans, non, parce que je connais le pédigré de beaucoup d'entre eux. Bon, on va pas s'attarder sur le sujet. Ça fait partie des épisodes prochains, peut-être, du feuilleton, pour moi aussi. Voilà, je vous ai raconté cette histoire pour que vous compreniez les raisons de mon indignation, mais au-delà de mon indignation, au-delà de ma personne, de bien comprendre de quoi il est question politiquement. Et c'est pourquoi je vous invite à aller regarder ce que je raconte aussi sur la vidéo à propos du Brésil, parce que peut-être que vous verrez comment, dans le monde entier, les mêmes méthodes sont appliquées. Et évidemment, c'est pas que l'expression « vous êtes au-dessus de la loi, vous voulez vous mettre au-dessus de la loi », je vous ai déjà dit pourquoi c'était pas vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les seuls cas de criminalisation. La criminalisation de l'action syndicale, elle est extrêmement dure contre les syndicalistes aujourd'hui. La criminalisation de l'action écologique, elle est extrêmement dure. Le jour où on a voté, on a jugé un écolo engagé alors qu'il n'était même pas dans le tribunal et que son avocat non plus, et qu'ils n'étaient pas au courant qu'ils allaient être jugés ce jour-là. C'est même pas digne d'une république bananière, ce genre de comportement. Bref, eux, ils sont beaucoup tapés. Mais c'est la première fois qu'est tapé un groupe politique parlementaire en tant que tel. Je ne peux pas distinguer en moi le candidat et le président du groupe parlementaire. C'est le même homme, c'est la même action, c'est les mêmes milieux. Par conséquent, il y a là une offensive qui a un contenu politique, une apparence judiciaire et une apparence médiatique, mais qui a surtout un contenu politique. Et vous autres, ne vous laissez pas avoir. Il y a beaucoup de gens, ils croient ce qu'ils veulent, hein. Il y en a aussi beaucoup qui trouvent que ma colère est faible par rapport à la leur, hein. Donc ça va, je me fais pas trop de soucis sur ce sujet. Et pour moi, ce qui compte plus que tout, évidemment, c'est cette affection populaire de tous ces gens qui m'ont manifesté de la sympathie, de y en avoir plein parmi vous, qui ont envoyé des petits messages, et surtout, qui sont intervenus partout contre ceux qui nous flétrissaient. Alors ça, ça les a mis dans un état. Il y en a un paquet d'entre vous qui se sont désabonnés de Mediapart, parce que je trouve que c'est normal. Parce que, compte tenu de leur comportement, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre, hein? Vous pouvez pas répondre chaque jour à chaque truc, moi non plus. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous désabonner, pour montrer que vous n'êtes pas d'accord pour financer une machine à calomnier, hein, qui a fonctionné comme ça contre moi, matin, midi et soir, et qui a, en fait, s'est retrouvé être le cœur de l'action, avec évidemment les héros de France Info, qui sont quand même des petits menteurs et des gros menteurs, c'est comme vous voulez. Mais quand vous savez que le gars qui est directeur du service d'investigation, nous aussi on en crée un, j'annonce ça à tout le monde, pour notre chaîne Canal Phi. Mais quand vous savez que ce gars qui est le directeur du service d'investigation, normalement les amis, bon, il y a des fonctionnaires parmi vous, ça prend du temps, hein. Bon, il y a le directeur du service d'investigation, le gars toute la journée, il est là avec sa loupe, avec son manuel de Sherlock Holmes, en train de faire des investigations. En réalité, ce type, il ramasse les dénonciations qui lui arrivent et il paye pour avoir des choses qui sortent de chez les juges. Mais bon, passons. En tout cas, ça devrait l'occuper du matin au soir. Eh ben non, il a encore le temps de faire vivre une boîte privée de communication. Oui, ce monsieur qui fait le directeur du service d'investigation, payé par France Info, c'est-à-dire par vous tous, parce que c'est la radio d'État, c'est les impôts qui payent, eh ben il a encore le temps d'avoir une société de communication. Alors on peut lui poser la question, puisqu'il n'a pas publié de compte les 7 dernières années, sa boîte existe depuis 7 ans. Si elle existe depuis 7 ans, c'est qu'elle fait quelque chose, sinon elle serait déjà fermée. Alors c'est qui vos clients? C'est quelle entreprise qu'on voit? C'est quel homme politique, hein? Bon, voyons voir, je me demande qui, par exemple, Monsieur Sueur, le sénateur socialiste. Donc vous dites tant de bien à intervalles réguliers. Bon, pauvre Sueur, je ne veux pas dire du mal de lui, j'en sais rien. Mais qui c'est? Monsieur le chef du service d'investigation, c'est qui vos clients depuis 7 ans? Qu'on voit si par hasard, il n'y en a pas beaucoup là-dedans, qui sont des gens qui m'aiment pas beaucoup, et qui pourraient, le cas échéant, sans aucun rapport avec France Info, récompenser vos talents par des prestations personnelles. Hein. Vous ne le ferez pas, vous répondrez pas, parce que vous êtes juste bon à ça. Attaquer des gens qui peuvent pas se défendre et le faire du matin au soir en utilisant la radio d'État pour le faire, et votre patron applaudit à deux mains parce que ce patron, il a été nommé par Macron, et il a été nommé par Macron parce que il avait apporté son soutien à sa candidature pendant l'élection présidentielle. Voilà ce que vous êtes, juste une radio d'État politique. Bon, là ça a duré 10 fois trop longtemps, il va falloir que Antoine coupe là-dedans pour que ça tienne à peu près dans le
format habituel. Si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu. Si vous découvrez ça pour la première fois et que ça vous plaît, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Attention, c'est gratuit. Et puis, bon, bah voilà, nous, ça nous fait du bien de voir que les abonnés augmentent de manière constante. Des fois, il y en a qui s'en vont, parce que ça les saoule, moi je le comprends. Hein. Et puis, il y en a plus qui arrivent que dès qu'ils s'en vont. Alors, petit à petit, bon, maintenant, on a atteint 390 000, alors on fait notre petit bonhomme de chemin. On va finir par être 400 000, et de toute façon, ça fait de cette chaîne YouTube la première chaîne politique de France. Voilà, grâce à vous. Donc, allez-y, pouce bleu et abonnement, merci d'avance.